Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 5 du Creepcast. Oui, déjà la dernière. Merci à tout le monde qui m'ont supporté, qui ont pris la peine d'écouter chaque épisode. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça a été informatif. C'est le but justement de ce podcast-là pour justement vous donner de l'information sur des films que moi personnellement que j'aime, que j'ai écouté et que j'écoute encore assez régulièrement. C'est sûr que j'ai pas pu tout aborder tous les sujets dans l'univers de l'horreur. En 5 semaines, mais peut-être que Creepcast va revenir pour une deuxième saison en 2021. On le sait pas. On va bien voir. On va voir ce que ça va donner avec ces 5 épisodes-ci. Puis j'ai pensé, étant donné que je faisais ça jour de l'Halloween, 31 octobre, terminer ça en beauté en parlant du légendaire directeur, acteur, compositeur et producteur John Carpenter, à qui on doit plusieurs classiques dans le monde de l'horreur. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ses films au cours de sa carrière qui n'ont pas fait l'unanimité, qui n'ont pas été des succès au box-office, mais aussitôt que ça sortait en vidéo, au DVD, Blu-ray, il y a eu ce qu'on appelle en anglais comme un cult following, qui sont devenus comme genre des classiques à travers les fans, les vrais mordus des œuvres de John Carpenter. Monsieur Carpenter, né un 16 janvier 1948, donc âgé de 72 ans, originaire de Carthage, New York. Carthage, ouais, j'imagine un petit trou perdu dans l'État de New York, j'ai jamais entendu parler de ce place-là. Carpenter, oui, il est beaucoup associé au monde de l'horreur au niveau cinéma, mais a quand même fait quelques comédies et science-fiction, si on pense entre autres à Memoirs of an Invisible Man, puis aussi Starman que j'ai écouté beaucoup quand j'étais jeune, un film qui m'envolait Jeff Bridges, puis quand j'ai au cours des dernières années, quand j'ai appris que c'était John Carpenter qui l'avait réalisé, j'étais vraiment impressionné. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon top 5 de mes films préférés de John Carpenter. Ça a été quand même assez difficile, à part peut-être le premier qui va être, je pense, assez évident pour tout le monde qui connaît le travail de John Carpenter. Ça fait qu'on va y aller avec un film, on va y aller avec le numéro 5. Premier... cinquième de la gang, je devrais dire. C'est un film paru en 1988 qui s'appelle They Live, qui met en vedette le lutteur, en fait l'ancien lutteur et regretté, Roddy Piper et Keith David. Juste une petite parenthèse de même, Roddy Piper, j'ai eu la chance et l'honneur de le rencontrer à Worcester, Massachusetts en octobre 2014. Toi, à peine un an avant son décès, parce qu'il est décédé en juillet 2015. Puis quand j'ai dit que j'arrivais de Moncton pour justement aller le rencontrer, il était vraiment impressionné de ça. Puis il m'a dit « Wow, Moncton! » Il dit, je me rappelle quand c'est quoi, je te dis, Grand Prix Wrestling, et quand il venait lutter pour eux autres, il louait une maison à Shediac avec Mad Dog Vachon. Ça fait, il connaissait la place. Il m'a demandé si le Rod Inn est encore ouvert, ça existe encore. Ça fait, c'était juste drôle de parler à Roddy Piper, lui qui a fait le tour de la planète avec ses films, puis la lutte, puis il connaissait bien la région du Grand Moncton. Ça fait que, puis il était vraiment nice. C'était vraiment le fun de le rencontrer. They Live, je vais vous le dire tout de suite, si vous êtes un amateur de la théorie du complot, c'est un complotiste, parce qu'on sait tout de suite c'est la grosse mode avec la pandémie puis le COVID puis tout ça, peut-être pas écouter They Live, parce que si vous écoutez ça, vous n'allez pas dormir pour 2 semaines, vous allez chier une brique, puis après ça, vous allez checker dans votre brique de Mars si le gouvernement a pas mis une chip là-dedans pour vous suivre, parce que ça raconte l'histoire d'un gars qui promène de ville en ville, joué par Roddy Piper, qui dans le film d'ailleurs a pas de nom. On sait pas son nom. D'ailleurs, comme crédit à la fin des génériques, on l'appelle Nada, qui en espagnol veut dire rien. Fait que lui, il cherche du travail, puis c'est pas que des petits jobs ici là pour survivre. Pendant il rencontre un groupe de personnes qui sont comme assez particuliers. Ils ont l'air d'avoir des rencontres en cachette,
Puis là, il décide de voir qu'est-ce qui se passe là. Puis à un moment donné, il y a une descente, puis ils sont démantelés par la police, puis de façon assez violente, je dirais. Puis là, il trouve des lunettes de soleil, puis il décide de s'en garder une pour lui. Parce que des lunettes de soleil, t'as tout le temps de la cool avec ça. Puis là, quand il les met, ben là, il s'aperçoit que tous les messages publicitaires, toutes les photos des magazines, tout ça, il y a tous des messages subliminales qui dit obéir, reproduire, rester endormi. C'est tous des messages de même. Puis avec les lunettes ici, il s'aperçoit qu'il n'y a pas juste des humains sur la Terre, il y a aussi des extraterrestres justement qui sont ici pour tranquillement prendre contrôle de nous autres, de notre vie, avec ces messages subliminales-là. Ça fait que si t'es un amateur de complot, des affaires de même, je te conseille pas. Mais moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé au cours de ma jeunesse. Roddy Piper qui improvisait beaucoup ses lignes parce que c'était un lutteur qui était quand même assez verbal. Puis bien sûr, on a la phrase classique I've come here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum. Elle va commencer à tirer sur tout le monde. Keith David, lui, il joue le rôle de Frank. On l'avait vu aussi dans le film The Thing, un autre film réalisé par John Carpenter. Ça fait que ce film-là, j'ai vu ça, j'étais quand même assez jeune, puis ça m'avait vraiment marqué. Surtout la scène de combat entre Frank et Nada, Roddy Piper, où on dit que ce combat-là, c'était censé durer à peu près une vingtaine de secondes, mais les deux avaient travaillé fort sur la chorégraphie du combat, puis John Carpenter avait été tellement impressionné qu'il avait décidé de laisser la scène de combat au complet, qui est à peu près 5 minutes 20 secondes, je pense, 5 minutes 28. Ça fait que pour un combat dans un film, ça fait quand même assez long, mais c'est assez intense. Ça fait que numéro 5 dans mon top 5 de John Carpenter, They Live, paru en 1988. Puis là, on y va avec le numéro 4 qui, lui, est paru en 1987. Là, je vous parle du film Prince of Darkness. Qui raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques et prêtres qui ont découvert un genre de tube de liquide vert assez particulier dans un sous-sol d'église et pensent que ça serait peut-être en association avec Satan lui-même. Ça fait qu'ils décident, la gang, justement, de faire des recherches là-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, à travers les rêves, ils réalisent que dans le futur, en 1999, ça serait possible que le démon, Satan lui-même, vienne sur la Terre pour tout défaire. Ça fait qu'ils essayent justement d'empêcher ça à travers le film. Ça m'a en vedette Donald Pleasance, qui joue le rôle du prêtre, lui qu'on a pu voir bien sûr dans les films de Halloween. Ça m'a aussi en vedette Dirk Blocker, lui joue le rôle de Mullins dans ce film-là, mais on peut le voir à la télévision dans Brooklyn Nine-Nine. C'est lui qui joue le rôle de Hitchcock. Si vous êtes un fan de Brooklyn Nine-Nine comme moi je suis, j'adore cette série-là. Vous écoutez ça, vous allez le reconnaître tout de suite. Puis ça fait bien rigoler. Un peu plus, je vous dirais un peu plus hardcore que They Live. Ou They Live, il n'y a pas vraiment de scène de gore ou de scène de, comment je vous dirais ça, de violente ou graphique. Celui-là, un peu plus intense, mais un excellent film. D'ailleurs, pendant longtemps, c'était mon numéro 5 de mon top 5, puis They Live était au numéro 4, mais depuis cet été, on dirait que je l'ai écouté une couple de fois, puis je l'apprécie vraiment plus pour que l'œuvre de qu'est-ce que c'est, l'histoire, les personnages. Il y a aussi Alice Cooper, ben oui, No More Mr. Nice Guys, lui-même qui a un petit rôle. Il parle pas là-dedans, là, il est juste un genre de sans-abri qui semble être possédé par ce genre de tube de liquide vert qui est dans le sous-sol, puis là, justement, il fait des affaires pas trop gentilles. Je ne vais pas trop vous en donner de détails pour pas ruiner le punch, mais vraiment un excellent film de John Carpenter, Prince of Darkness. Je vous le recommande fortement également. Numéro 3, ça, c'est en collaboration avec Stephen King, puisqu'on parle du film Christine, paru en 1983. À l'époque, Stephen King était tellement rendu hot que le film Christine a été en production avant même que le livre soit sorti. Ça met des acteurs un peu moins connus avec Keith Gordon qui joue Arnie Cunningham et John Stockwell qui joue Dennis Gilder. Ça raconte l'histoire de justement Arnie qui est un jeune adolescent un peu nerd, pour pas dire très nerd, découvre qu'il y a un Plymouth 58, un Plymouth Fury 58 à vendre.
Puis décide de l'acheter parce qu'il tombe en amour avec ce char-là. Et celui qui vend le char, George LeBay, dit que oui, c'est le char, ça s'appelle Christine, c'était à son frère, puis là, justement, il s'en débarrasse. Puis je veux aussi mentionner Robert Blossom, lui qui joue le rôle de George LeBay. Il y a juste un petit rôle là-dedans, il y a 2 scènes, mais il est excellent dans son rôle. C'est pas, les 2 fois qu'on le voit, c'est probablement les parties préférées de mon film. Il est juste bon dans le rôle, aussi petit que le rôle peut être. Si le nom vous dit rien, Robert Blossom, c'est lui qui jouait le voisin à Macaulay Culkin dans Home Alone, là, qui pensait que c'était un vieux méchant, mais finalement il était bien gentil. Là. Ça fait, si vous vous placez avec lui, ben, c'est lui qui joue George LeBay dans Christine. Le film, quand tu l'écoutes, tu vois il y a des trous dans l'histoire, tout est, tu vois que ça va un peu trop vite. Côté développement du personnage, surtout la transformation de Arnie Cunningham quand il est un gentil adolescent, puis là, il devient de plus en plus méchant et dangereux. Ça a été coupé à cause de faute de budget, parce que dans le livre de Stephen King, qui est maintenant Christine, c'est expliqué plus en détail. Puis autant que j'aime ce film-là, j'aurais aimé voir plus le côté supernaturel qu'on voit dans le livre de Stephen King, qui raconte justement plus en détail pourquoi le char, le Plymouth Fury 58, est aussi méchant que ça. Mais quoi que l'on soit, c'est un film très très divertissant. Ce film-là, justement, on avait peur qu'on allait avoir un rating de PG-13 au lieu de Rated R, parce que PG-13 c'est pour 13 ans et plus, donc ça fait pas vraiment horreur. Mais étant donné qu'il n'y a pas vraiment de scène de violence, pas rien de graphique, pas rien de gory dans ce film-là, on a un langage cru. Ça jure beaucoup. C'était vraiment la technique que John Carpenter avait pris pour faire ce film-là. Puis d'ailleurs, il a fait ce film-là un peu parce qu'il n'y avait pas le choix. L'année d'avant, il avait sorti le film The Thing, puis j'en avais parlé dans un autre des Cryptcasts, que à sa sortie, ça avait été un flop total au box-office, à tel point que ça a quasiment coûté sa carrière, puis là, il fallait qu'il prenne qu'est-ce qu'ils viennent pour justement avoir du travail. Ça fait qu'on lui a offert ça, il l'a pris. Puis ce film-là aussi, ça n'a pas été un gros succès, mais c'est un de ces films-là qu'on considère comme cult classique. En tout cas, moi, je l'aime bien. Puis ça, pareil, c'est un autre que je recommande. On va maintenant au numéro 2 pour mon top 5 de John Carpenter. C'est un film, ça fait peut-être pas si longtemps que ça que je connais, que peut-être une couple d'années passées, mais que j'ai adoré aussitôt que j'ai vu. C'est le film The Fog. The Fog, c'est sorti, si je ne me trompe pas, en 1980, mais en vedette Adrian Barbeau et aussi Tom Atkins et le duo fille-mère de Janet Leigh et Jamie Lee Curtis. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? C'est que la petite ville côtière de Antonio Bay va célébrer ses 100 ans d'existence. Puis, à l'aube de cet anniversaire-là, il commence à avoir des choses surnaturelles qui arrivent à travers la petite ville. Puis, là, il commence à avoir de la brume un peu partout parce que c'est The Fog. Puis, il y a un personnage du nom de Father Malone, un prêtre qui découvre soudainement le journal de son grand-père qui explique que lui puis 5 autres personnes avaient coulé un bateau pour voler l'or pour justement construire et bâtir Antonio Bay. Donc, c'est lui, son grand-père et 5 autres étaient les fondateurs de la ville ou du village, si on peut dire. Puis là, ça y est, les fantômes du bateau qui s'appelait le Elizabeth Vane s'en venaient se venger sur la famille de ces 6 membres-là qui avaient créé la ville. Ce que j'aime de ce film-là, ce que j'adore vraiment, c'est que c'est à petit budget, ça fait vraiment B-movie, là, c'est simple, mais c'est effectif. Surtout qu'à cette époque-là encore, on est encore loin des effets par ordinateur, du CGI. Ça fait que tous les effets, là, c'est vraiment bien réussi. Surtout que John Carpenter, il avait dit, après avoir travaillé sur quelques films, il voulait travailler sur The Fog pour justement avoir à diriger de la brume. Parce qu'il y a des scènes qui marche vraiment fort, comme il y a une maison au bord de l'eau, puis à un moment donné, tu vois pas l'ombre, mais plutôt la brume s'approcher de la maison, puis ça me dit frissant tous les fois, parce que les fantômes sont à travers cette brume-là, c'est comme ça qu'ils voyagent justement pour aller tuer la famille des ancêtres qui les ont trahis 100 ans passés. Aussi, c'était un film où John Carpenter avait rencontré elle qui allait devenir son épouse, Adrian Barbeau. Je me rappelle plutôt comment longtemps ils restent ensemble, mais
C'est là qu'ils se sont rencontrés. Tom Atkins aussi qui avait travaillé sur le film Halloween 3, Season of the Witch. Mais ça, c'était avant. C'était après plutôt ce film-là. Mais non, vraiment un excellent film. C'est pas un long film d'ailleurs. Quand il avait terminé, les studios avaient demandé, OK, peux-tu rajouter une coupe de scène parce que c'est vraiment pas long comme film. Mais côté effet, côté atmosphère, ça fonctionne à merveille. Fait que ça, c'est un autre film que je vous recommande aussi fortement. Et là, aussi vite que ça, on est rendu à mon film préféré de John Carpenter, le numéro 1. Puis je pense pas que c'est une surprise, hein. Ben oui, hein, on y va avec le classique Halloween, sorti en 1978, un film qui mettait en vedette Donald Pleasence dans le rôle du Dr. Loomis et aussi Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Puis quand John Carpenter a travaillé sur ce film-là, au début, il n'y avait pas un gros budget. C'était un film indépendant à petit budget, 300 000 à peu près. Il voulait au moins un gros nom pour attirer le monde. Puis il avait suggéré Jamie Lee Curtis. Mais elle, à l'époque, elle n'était pas vraiment connue du côté cinéma. Elle avait juste fait une couple d'affaires côté télévision. Ça fait que Carpenter n'était vraiment pas intéressé à l'embaucher. Mais quand il a su que c'était la fille à Janet Leigh, qui elle avait venue mondialement connue, surtout avec son rôle dans Psycho, il a dit « Wow, si je peux avoir la femme qui a apparu dans Psycho, ça va être un beau coup de publicité. » Puis, c'est pour ça que Jamie Lee Curtis a eu le rôle de Laurie Strode. Ça raconte l'histoire du personnage maintenant légendaire de Michael Myers. Ça débute quand il est tout jeune, puis on le voit tuer sa sœur. Puis là, il est envoyé d'un institut où il passe le reste de sa vie jusqu'au jour où il décide de se sauver. Puis il se sauve le jour de l'Halloween. Pourquoi ça s'appelle le nom Halloween? Quoiqu'au début, c'était censé s'appeler Babysitter Murders. Mais on décide de changer ça à Halloween. Puis là, il décide de porter un masque. Un masque étant donné qu'il y avait, comme je dis, il n'y avait pas gros budget pour faire ce film-là, il avait été acheté dans un magasin au prix d'à peu près 1$. Puis c'est un masque de James T. Kirk, capitaine dans Star Trek, joué par William Shatner. C'est un masque qu'ils avaient agrandi les trous, ils avaient comme magané comme le masque en tant que tel, il avait comme blanchi un peu, pas trop que ça paraisse c'était lui, mais le masque de Michael Myers, l'original, c'est un masque d'Halloween de James T. Kirk de Star Trek. D'ailleurs, quand on a fait Halloween en 2018, il y avait certaines rumeurs qui voulaient qu'on a William Shatner qui fasse un caméo. Ça aurait peut-être été drôle, mais finalement, je ne sais pas trop pourquoi. Ça n'a juste pas arrivé. Mais ce film-là aussi, c'est considéré comme étant le premier dans la catégorie des slashers, l'original, qui a commencé ce mode-là avec, si on pense à Friday the 13 ou Nightmare on Elm Street ou Maniac Cop, tous ces films-là des années 80 où c'est vraiment devenu populaire de faire ces films-là slashers où que tout le monde se fait tuer à coups de couteau. Et on dit que l'original, ça serait lui Halloween, quoique celui-là, si on compare à Friday the 13 ou Nightmare on Elm Street, est pas aussi violent ou gory, étant donné qu'on n'avait pas vraiment le budget pour ce genre d'effet-là. Mais ce film, quand même, là, ça te donne des frissons pareils, surtout la première fois que tu l'écoutes, où tu sais pas vraiment trop ce qui se passe. Mais vraiment un classique dans le monde de l'horreur. Puis, aussi que j'allais pour te dire de quoi. Je viens de perdre ma... Je parlais de... Non, là, ça va peut-être me revenir, mais non, c'est ça, ça a vraiment parti la mode des slashers. Puis, oui, c'est ça, je voulais dire. Même Victor Miller, lui, qui a inventé le film Friday the 13, a avoué que c'était basé sur ce film-là. En fait, il avait vu à quel point c'était devenu populaire. Il a dit, je vais rider la wave de popularité de ce genre de film-là. Puis, je vais faire Friday the 13, qui était censé être une série de films anthologie. Chaque année, il allait avoir un film Friday the 13. Puis, à chaque année, ça a des histoires différentes avec des personnages différents, mais le personnage de Jason Voorhees est tellement devenu populaire qu'il fallait qu'il apparaisse dans tous les films. C'était un peu la même histoire pour Halloween, parce que l'histoire de Halloween, ça devient un peu compliqué, parce que tu as Halloween paru en 78, Halloween 2 paru en 81, puis ça tu as Halloween 3, Season of the Witch, paru en 82, qui lui aussi était...
n'avaient pas rapport avec Michael Myers. C'était des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, nouvelle aventure. Le film a été malheureusement un flop parce que tout le monde voulait Michael Myers de nouveau. Ça fait qu'en 88, on a eu Halloween 4, The Return of Michael Myers. Après ça, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, paru en 89. Après ça, on a eu Halloween, The Curse of Michael Myers, paru en 95. Puis là, après ça, on a eu Halloween H20, 20 Years Later, en 98. Puis ça effaçait tous les films dans l'histoire de Halloween, à part le 1 puis le 2. Fait que dans l'histoire, maintenant, c'était Halloween, Halloween 2, puis Halloween 20 Years Later. C'était là que Laurie Strode était de retour, jouée bien sûr par Jamie Lee Curtis, qui elle avait joué seulement dans les deux premiers Halloween. Le film est quand même pas si mal pour l'époque. John Carpenter était censé le diriger, mais malheureusement, il y a eu un malentendu sur le salaire qu'il voulait avoir. Je pense qu'il demandait quoi comme 10 millions pour diriger. Fait que les studios ont dit non, merci, on va prendre quelqu'un d'autre. Là, en 2002, on a eu Halloween Resurrection. Et en 2007 et 2009, le chanteur Rob Zombie, qui fait aussi des films d'horreur, a décidé de faire sa propre version de Halloween en 2007 et Halloween 2 en 2009. Deux films qui pendant longtemps j'ai refusé d'écouter parce qu'on disait Eric, quoi, Halloween c'est bon, ça raconte plus en détail pourquoi Michael Myers est devenu le méchant dans le film. Puis on dirait le premier Halloween 78, la magie c'est que tu sais pas pourquoi il fait ça, tu sais pas pourquoi il est après Laurie Strode, tu sais pas qu'est-ce qui fait qui déclic puis il décide de tuer tout le monde jour de l'Halloween. Puis celui-là ça l'expliquait plus en détail. Ça fait que moi, c'est pas de quoi qui m'intéressait, mais je l'ai écouté récemment, puis je dois vous avouer que je l'ai plus aimé que j'aurais pensé. Quoique Halloween 2, la version Rob Zombie, c'est pas vageux. Ça fait qu'après ça, celui-là est parti en 2009. Là, il aurait fallu attendre en 2018 pour avoir Halloween, qui lui effaçait tous les films de l'histoire de Halloween, à part le premier. Ça fait qu'à ce tu as Halloween, puis tu as Halloween 2018. C'est 40 ans plus tard. Michael Myers est toujours dans l'institution. Laurie Strode, elle, qui a survécu l'attaque du premier film, elle a vécu avec des troubles de ça. Ça fait qu'elle n'a jamais réussi à avoir sa vie sous contrôle. Puis là, Michael Myers se sauve. Puis là, bien sûr, c'est encore la guerre entre les deux qui commence. Un film que j'ai vraiment, vraiment aimé. On avait confirmé aussi qu'avec Halloween 2018, on allait en faire une trilogie avec Halloween Kills puis Halloween Ends. Halloween Kills était censé sortir le 16 octobre dernier, mais là, étant donné qu'il y a eu une pandémie, ça a été repoussé au 15 octobre de l'année prochaine avec Halloween Ends qui va sortir, lui, le 14 octobre 2022. J'étais triste. Ça m'a déçu. Autant que je disais, là, OK, pandémie, je suis sous contrôle, je suis capable de gérer ça, je suis pas trop triste, je suis pas trop déprimé de ça. Quand on a dit, ouais, non, Halloween, ça sortirait pas cette année, là. J'ai pas une déprime, j'avais vraiment hâte de voir ce film-là, mais il va falloir que j'attende encore un an pour le voir. Qu'est-ce que tu veux? Puis à part de ça, qu'est-ce que l'autre... oui, c'est ça, Halloween 2018, puis Halloween Kills, puis Halloween End. C'est pas John Carpenter qui les dirige, mais il est quand même producteur exécutif. Ça fait qu'il donne des conseils, il donne son opinion pour s'assurer que ça reste fidèle à sa vision du premier Halloween paru en 1978. Ça fait que si ça vous intéresse, vous êtes un fan justement des films de slashers, parce qu'on sait dans les années 80, il y en a eu de toutes sortes. Il y en a beaucoup qui copiaient justement les films de Friday the 13th, les films de Halloween, mais les originaux sont toujours les meilleurs. Ça fait que si vous voulez aller à l'origine de l'univers des slashers, c'est Halloween 78 que vous devez écouter. Puis là-dessus, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, je pense que c'est comme ça finit. Mon top 5 encore de John Carpenter pour résumer. They Live, paru en 1988. Prince of Darkness, paru en 1987. Christine, paru en 1983. The Fog, paru en 1980. Et Halloween, paru en 1978. C'est là mon top 5 des films de John Carpenter. Quoi qu'il en a fait beaucoup au cours des 40 dernières années. Ça fait qu'il y a plein de films que vous pouvez voir. Il y a Starman, que c'est fictif, c'est pas vrai, mais c'est vraiment un film qui a marqué mon enfance. Il y a Body Bag.
Il y a In the Mouth of Madness, il y a Vampires. Fait que, il y a beaucoup de films que vous pouvez chercher sur John Carpenter que je suis sûr que vous allez aimer. C'est pas vraiment des films qui ont été des gros succès au box-office, mais des films qui sont quand même assez divertissants, selon moi. Ça fait que là-dessus, ben moi, il me reste juste à vous souhaiter de passer un joyeux Halloween. Soyez sécuritaires, hein, on sait, on est encore en pleine pandémie. Ce COVID-là, ça fait que pour les places où on peut passer l'Halloween, j'espère justement que vous allez le faire parce qu'on a besoin de divertissement, on a besoin de s'amuser, on a besoin de sortir. Faites-le, mais bien sûr, hein, soyez prudents et respectez les directives parce que hein, c'est bon pour tout le monde. Ça fait que là-dessus, joyeux Halloween et je vous dis bye bye!